Nous allons donc engager un échange avec nos invités sous forme non pas de conférence comme il a été tout le long de la journée, mais plutôt sous forme où on tentera de table ronde. À la fin de cette première journée, où nous avons essayé de prendre une bouffée d'air et donc de sortir un peu, soit-il, de ce que nous connaissons le mieux peut-être quand on est Marseillais, c'est-à-dire Marseille, et d'aller voir ce qui se faisait chez nos voisins à Toulon, à Saint-Étienne, à Toulouse. Nous revenons malgré tout à Marseille et nous revenons avec un constat qui est peut-être plus une proposition que nous essayerons de mettre à l'épreuve avec notre invité, avec la salle, qui est celui d'un sentiment qui part d'un constat. Ce constat est le suivant, c'est que depuis la fin des années 70, la pratique de la réhabilitation des quartiers anciens à Marseille a été constante. C'est-à-dire des opérations se sont succédées pendant des décennies et jusqu'à présent, à tel point que Marseille a suivi toutes les vagues, tous les dispositifs, toute l'histoire finalement française du moins de l'évolution de ces pratiques de la réhabilitation. À ce titre, Marseille est presque un cas typique. Cependant, et c'est là où le constat me paraît problématique, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait accumulation, pourrait-on dire une mémoire, la constitution d'une mémoire ou d'un savoir-faire, et c'est bien en ces termes que j'aimerais bien le poser, un savoir-faire de la pratique de la réhabilitation, malgré donc des engagements conséquents et réguliers. Donc, c'est bien pour ça que nous avons intitulé cette table ronde « Pour un savoir-faire marseillais de la réhabilitation », que donc nous voudrons interroger comme constat. Et on va bien sûr aussi s'interroger dans un deuxième moment, non pas donc sur ce constat, mais plutôt dans une tentative du moins prospective, ou du moins constructive, on s'interrogera sur les conditions pour la constitution d'un tel savoir-faire, ou du moins pour son développement. Que dire? Peut-être de revenir seulement un moment de plus sur cette notion de savoir-faire qui ne paraissait peut-être pas évident à nos invités, et à juste titre probablement, et de dire donc que cet angle d'attaque nous paraissait intéressant, parce que dès lors que l'on pense un savoir-faire comme le résultat ou l'expression d'un ensemble de connaissances produites par et pour l'action, eh bien, on peut se référer à un savoir-faire dès lors qu'il y a une pratique et une expérience. Et j'aimerais bien ajouter que, il me semble bien que, même si on parle au singulier à un savoir-faire, il y a plutôt des savoir-faire, sans doute de la réhabilitation, et que, dans ce sens, le savoir-faire n'est pas le monopole d'un corps, d'un groupe professionnel. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que savoir-faire, il y a autant du point de vue du décideur et de l'expression du choix public que de savoir-faire technique. Il y a aussi bien dans la connaissance d'un territoire ou d'une situation problématique que dans la mise en œuvre de solutions. On pense notamment dans la question de la valorisation patrimoniale à des savoir-faire d'artisans. Il y a également savoir-faire citadin ou profane, comme on les appelle également de plus en plus, savoir-faire qui se consolide par un cheminement progressif, parfois par compris des tensions lorsque des mobilisations collectives se mettent en place. Donc voilà, si vous voulez, la proposition de ce soir est d'approcher la pratique de la réhabilitation sous cet angle-là. Non pas, bien entendu, de manière exhaustive, c'est-à-dire on ne va pas faire le tour de tous les savoir-faire possibles sur cette pratique, bien entendu, mais au moins à travers trois points de vue, trois angles d'expérience que sont celui de l'action publique dans le domaine de l'habitat et du logement avec Philippe Méjean, l'implication des bailleurs sociaux dans la réhabilitation des quartiers anciens avec Pascal Gallard, et plutôt l'implication des groupes de la société civile
autour des questions ou de l'articulation entre les questions donc de valorisation patrimoniale, que ce soit matérielle ou immatérielle, avec Christine Breton. Pour vous donner juste quelques éléments pour que vous situiez un peu mieux nos invités, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Donc Philippe Méjean était enseignant-chercheur jusqu'à pas si longtemps à l'UAR. Je lui ai demandé de venir aujourd'hui témoigner et nous partager quelques analyses qui sont issues d'une étude qui a été réalisée, rendue en 2012, si je me rappelle bien, 2013, une étude donc issue d'une consultation de recherche financée par le ministère de l'Équipement via le plan urbain construction aménagement, le PUCA, qui portait sur le centre-ville de Marseille et notamment sur la contribution de Philippe, qui était une interrogation sur les politiques de l'habitat et du logement. Philippe vous en dira certainement plus et mieux que moi dans quelques instants. Pascal Gallard est directeur de l'association régionale HLM. Pascal est donc au contact quotidien avec les bailleurs qui interviennent dans notre région et sans doute dans le pays, puisqu'il me semble bien qu'il y a une fédération ou une fédération d'associations régionales. Et donc, il m'a semblé intéressant de demander à Pascal de témoigner et de nous raconter une expérience très récente de valorisation, d'expérience de bailleurs sociaux dans les tissus anciens, qui a donné lieu à une publication, en sachant que traditionnellement, quand on pense aux bailleurs sociaux, on pense à des interventions, non pas dans des quartiers centraux ou anciens, mais plutôt dans des quartiers constitués plutôt depuis un peu plus de 50 ans. Et finalement, Christine Breton, qui m'a souvent dit qu'elle se sentirait comme un ovni dans cette table ronde, mais je ne pense pas. Christine est donc conservatrice du patrimoine honoraire. Et Christine a cheminé depuis quelques années à Marseille aux côtés de groupes d'habitants qui se sont engagés parfois dans des tensions, qui sont engagés dans un travail de valorisation patrimoniale, je me répète, dans cette interface entre patrimoine immatériel et matériel. Donc voilà, sans m'attarder plus que ça, je vais laisser la parole à Philippe Méjean. Nous allons donc faire un premier tour de parole dans lequel on essaiera donc de mettre à l'épreuve ce constat que je vous soumets, qui est celui, j'insiste, qu'il n'y a pas une accumulation d'expérience ou insuffisante dans tous les cas. Et dans un deuxième temps, je vous proposerai plutôt de réagir dans une réflexion plus prospective aux conditions de constitution ou de développement de ce savoir-faire de la réhabilitation. Voilà, Philippe. Bien le bonsoir à toutes et à tous. J'avais l'habitude, quand j'étais enseignant, de dire un certain nombre de choses à mes étudiants, c'était mon métier. Et je leur disais notamment que Marx disait que l'humanité ne se posait que les problèmes qu'elle était capable de résoudre. Et j'ai l'impression que David, que j'ai eu le plaisir de compter parmi mes étudiants, n'a pas tout à fait écouté la leçon, puisque la question qu'il pose, à mon avis, est une question impossible. Enfin, en tout cas impossible dans les temps qui nous sont impartis. La notion même de savoir-faire et de capitalisation, de pérennité, de transmission, est une question très très compliquée. Donc je vais forcément être caricatural, puisque j'ai 7 minutes. Je m'en excuse par avance. Y a-t-il, je vais répondre à la question et puis je peux m'arrêter tout de suite si tu veux. Y a-t-il un savoir-faire marseillais de la réhabilitation? La question est non parce que la réponse est non parce que si ça avait été le cas, on n'en serait pas là. Je veux dire, c'est aussi brutal que ça. Et je vais continuer à être un peu brutal,
pour qu'il y ait savoir-faire, il faut avoir su faire. N'est-ce pas, mon cher Watson? Et donc, je pense que globalement, je ne suis pas le seul à le penser, je veux dire, hein, on n'a pas su faire. On n'a pas su faire. Alors, on a fait des choses, je veux dire, on a fait des choses. Il y a des épisodes multiples, il y a eu des avancées, il y a eu de l'argent, il y a eu de l'énergie dépensée, des réalisations, mais globalement, on n'a pas su faire. Alors je vais rapidement indiquer 3 registres explicatifs, si je puis dire. Le premier, c'est que je pense qu'on n'a jamais été à la hauteur des enjeux. Et on a toujours peiné à identifier finalement l'ampleur, la hauteur des enjeux. On a toujours été, me semble-t-il, dans les objectifs qu'on se fixait dans le cadre des procédures successives, on a toujours été dans des cibles à atteindre, somme toute, j'allais dire ridicule, mais le terme serait un peu méchant, mais très, très en deçà de ce qu'elles auraient dû être compte tenu des situations à traiter en nombre de logements, j'entends. Je veux dire, quand on met en place des procédures, vous savez qu'on se fixe des objectifs, des procédures pluriannuelles, type OPA, ou autre PRI, ou autre... Là, bon, et on se fixe des objectifs. Et on a toujours été, ça m'étonne, quand on a les premières OPH sur les quartiers du Panier et de Belzins, on a toujours été sur des montants assez infimes, finalement, rapportés à la dimension de ces quartiers et à ce qu'on savait déjà de la réalité de la situation de ces patrimoines. Alors pourquoi on a été comme ça, très, très en deçà des enjeux? Difficile de dire ça en quelques mots. Je raisonne là sur une période d'une quarantaine d'années qui part de donc, 77. 77, c'est intéressant parce que c'est le début du combientième mandat de Defferre, voyons, du 5e mandat de Defferre, l'avant-dernier, si je puis dire. Et c'est la mise en place, comme vous le savez, de la boîte à outils de la réhabilitation incitative en France, avec les OPH notamment. Enfin, tout le monde sait ça. Et quand ça démarre à Marseille, enfin quand ça démarre partout ailleurs, ça ne démarre pas vraiment à Marseille. Les grandes villes se saisissent quand même assez volontiers de ce dispositif d'incitation des OPA. C'est un dispositif intelligent, pluriannuel, contractuel, etc. Bon, et qui essaie de promouvoir une approche un peu globale, pas simplement du logement, mais également de l'accompagnement social, mais aussi des équipements collectifs, bref, du traitement urbain d'une certaine manière. Et à Marseille, on est encore dans ces années-là, dans la boîte à outils qui, elle, remonte à la fin des années 50, qui est la boîte à outils de la rénovation urbaine, pas de la rénovation urbaine au sens en rue d'aujourd'hui, hein, de la rénovation urbaine des années, fin des années 50, et la boîte à outils de la RHI, la résorption habitat insalubre. Donc là, si vous voulez, on en a fait des opérations importantes de RHI et de réhabilitation de l'habitat insalubre et de rénovation urbaine à Marseille. Mais dans ces années-là, donc fin des années 70, on est encore préoccupé par ça à Marseille, et pas par autre chose. Je veux dire, Defferre, ce qui l'intéresse, c'est de mener à bien, de relever les défis de la butte des Carmes, le triangle de Sainte-Barbe, des choses comme ça. Mais ça, c'est de la démolition-reconstruction, je veux dire, enfin, très très brutale. Hein, on démolit, dans le meilleur des cas, on se préoccupe du devenir des gens, c'est le cas de la RHI, dans le cas de la rénovation urbaine, on ne s'en soucie pas vraiment à l'époque. Et on est resté, si vous voulez, très longtemps sur cette boîte à outils. Donc il y a eu un temps retard, si vous voulez, important. En fait, il faut appeler un chat, je crois que ça n'intéressait pas beaucoup Gaston Defferre de faire autre chose que ces grosses opérations, c'est-à-dire que l'habitat banal, si je puis dire, privé, l'intéressait pas beaucoup, quoi. Et j'ai le sentiment que lorsque Vigouroux l'a remplacé, en mi-mandat, puisque Defferre est mort en mi-mandat en 86, donc il a fallu terminer le mandat, et puis ensuite Vigouroux a été élu, et ça n'intéressait pas vraiment beaucoup non plus. Alors c'est un peu embêtant, si vous voulez, parce que on est là sur une logique qui est redoutable, qui est une logique d'accumulation de problèmes, puisque tandis que l'on ne traite pas les choses à la bonne échelle, les choses croissent et profitent, si je puis dire. Et puis d'autres immeubles viennent se rajouter. Et là, il y a une spécificité marseillaise qui peut excuser pour une part, si je puis dire, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, je le dis pour ceux qui connaissent peut-être moins Marseille que d'autres, c'est une terre qui est une terre historiquement d'accueil d'immigration. Et quand des vagues d'immigration arrivent, ce sont des gens qui sont pauvres la plupart du temps, et qui ne sont pas toujours dans des situations juridiques tout à fait correctes. Vous voyez ce que je veux dire?
Et il y a eu une rencontre, si je puis dire, l'offre et la demande. Hein. Voilà la demande, elle est pauvre, elle n'est pas toujours très nette, s'agissant des droits que l'on a ou qu'on n'a pas plutôt. Et puis il y a une offre qui est celle de très nombreux propriétaires et petits propriétaires qui ont un patrimoine ancien, mal foutu, inconfortable. Mais finalement, on va le louer pas trop cher. Et puis ça tombe bien puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis comme il est en mauvais état, on ne va pas être trop regardant sur l'état parce que de toute façon, on ne peut pas se permettre d'être regardant puisque c'est vraiment dans un état lamentable. Donc si vous voulez, il y a un truc un peu infernal. On a satisfait, ce patrimoine marseillais a satisfait pendant des décennies une vraie demande. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est un vrai problème. Oui, c'est impressionnant le temps qui passe. J'ai peur que, encore aujourd'hui, on soit encore en deçà des objectifs. Juste un mot sur ce qu'on appelle l'opération Grand Centre-Ville, dont l'actuel projet participatif d'aménagement va sans doute prendre le relais. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette opération Grand Centre-Ville... Partenariat participatif, c'est un peu optimiste, oui, pardon. L'opération Grand Centre-Ville, portée sur les fonds baptismaux par les élus au début des années 2010, identifie quand même la bagatelle de 35 pôles qu'il s'agit de traiter, qui réunissent 3400 immeubles, au total 16 000 logements, et on se propose de traiter en 10 ans, sur ces 16 000 logements, on propose de faire 2000 réhabilitations, quid des autres, et de produire 1500 logements sociaux. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, être quand même en deçà. Et je crois qu'il faut qu'on soit très attentif aujourd'hui à ne pas être en deçà encore. Tu vas me dire que mon temps est épuisé. Donc, premier facteur explicatif, je vais accélérer pour la suite, on n'a jamais pris la mesure, ou on n'a jamais voulu se mettre à hauteur des enjeux. Deuxièmement, on n'a pas... Alors, une fois de plus, je suis obligé de forcer le trait, on a fait des choses, mais globalement, on n'a pas su très bien où on voulait aller. Alors ça, c'est quand même une maladie dramatique dans les sujets qui nous occupent. Améliorer du logement, le requalifier, mais pour qui ? Pour qui ? À quel tarif ? Avec quelle vision de ce patrimoine revu et corrigé à la hausse. Et on a fait ce travail de recherche qui nous a occupé pendant 2-3 ans. On a essayé de chercher quelle était l'intention. On appelle ça l'intention publique, quand on analyse des politiques publiques. Et on a eu un mal de chien à identifier quelles ont été, au fil des années, les intentions. Si ce n'est des discours très, très généraux, si vous voulez, mais du coup pas très pertinents. Et vous connaissez bien les procédures et à quel point ces procédures qui nous occupent dans la réhabilitation sont perverses. Elles fixent des périmètres, elles fixent des agendas, elles fixent des normes, elles fixent des financements, elles fixent des façons de faire. Donc elles sont terriblement normatives, terriblement encadrantes, si je peux dire. Et quand on ne sait pas où on veut aller, eh bien, on se fait mener par le bout du nez par les procédures. Et je pense qu'ici, on a un bon exemple, si vous voulez, d'élus qui se sont fait mener par le bout des nez des procédures, au point qu'aujourd'hui, quand Gaudin donnait les premières explications suite aux incidents dramatiques de cette rue, il a dit « mais c'est la faute aux procédures ». Parce qu'on est cerné de procédures, c'est infernal dans tous les sens, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, et on n'a pas de prise là-dessus. Hein. Et oui, on est cerné par les procédures quand on n'a pas conçu la procédure comme un outil au service de quelque chose. C'est ça le problème. Et dans ces cas-là, si vous voulez, on est en quelque sorte instrumentalisé par l'instrument. C'est un truc pervers, quoi. Comment abréger sur des choses aussi capitales que ça ? Comment conclure cette première contribution ? Je vais rajouter un mot. Il y a un troisième registre explicatif, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est que, vous le savez bien, quand on s'attaque à de l'habitat ancien dans des quartiers anciens, il ne s'agit pas que de logement. Il s'agit d'habitat, et au-delà d'habitat, il s'agit de quartier, il s'agit de ville. Et là, on n'a pas trouvé le projet. On n'a pas trouvé l'intention pour l'habitat, ou rarement. Et on a encore moins trouvé le projet pour le quartier ou pour les quartiers centraux de Marseille. C'est un peu l'histoire d'un projet introuvable
Et là aussi, si vous voulez, quand on n'a pas de projet, ben comment faire tout ce qu'il y a à faire en accompagnement du logement sur les espaces publics, sur les aménités urbaines de manière générale, sur les équipements, sur les écoles, etc. Comment avoir cette démarche basique de l'urbanisme qui est une démarche systémique, je veux dire, pour mettre les choses en relation les unes avec les autres. Donc on n'a pas eu ça. Et on le paye encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les conditions soient réunies pour qu'il en aille autrement, mais voilà, j'espère ne pas me tromper. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques aspects, parce que j'avais prévu de développer 2 ou 3 points, mais ça va alourdir trop ce propos. Tu auras l'occasion. Merci. Pascal, l'intervention des bailleurs sociaux dans les quartiers anciens n'est pas le cœur de métier traditionnel des bailleurs. Et pourtant, il y a des expériences qui ont lieu et justement une réflexion sur la valorisation de ces expériences-là. Y a-t-il un savoir-faire donc de bailleurs sociaux? Il faut que je réponde oui alors. Ou en cours, ou en constitution D'abord, que les choses soient claires, on vit une période de turbulence dans le mouvement HLM, dans le monde du logement social depuis quelques années, et je n'ai pas eu un travail de préparation très approfondi pour cette soirée, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Ça fait quand même plus de 30 ans que je vis dans le monde du logement social, et je pense pouvoir vous livrer un certain nombre de points de vue. Alors, le premier, c'est la question: pourquoi n'y aurait-il pas de savoir-faire accumulé dans le monde que je représente? Je vois une raison qui est qu'on sollicite le monde du logement social à tort et à travers dans toutes les directions. Et on lui met la pression dans toutes ces directions à la fois. Je pense, dans la région PACA en particulier, à cette injonction à produire beaucoup de logements sociaux, parce qu'il y a une loi SRU qui dit qu'il faut 25% de logements sociaux dans les grandes villes et dans les communes périphériques, et qu'il y a des objectifs à satisfaire, et donc on a le nez dans le guidon et on produit. Et quand on produit, comme il faut faire beaucoup, on va au plus simple et au plus facile, donc on fait du neuf, et on fait plutôt en périurbain. La deuxième sollicitation qui s'adresse aux organismes HLM, c'est mais il faut aussi renouveler les quartiers de logement social existants, renouvellement urbain. Et là, y investir énormément d'ingénierie, de matières grises des équipes, mais aussi énormément de fonds propres. Et donc, là encore, un effort extrêmement important et très laborieux et qui demande beaucoup de temps. On nous sollicite aussi, parce que je n'ai pas un propos marseillocentré, parce que les organismes HLM qui interviennent dans la région, ils sont régionaux. Donc, ils vont être sollicités en même temps sur tous les territoires. Et Marseille fait partie, parmi d'autres, de ces sollicitations. On les sollicite encore sur venez en secteur détendu, parce que si on ne maintient pas une population jeune dans le village, l'école va fermer, les commerces vont partir, et il faut que vous réalisiez une opération de 5, de 10 logements. S'il vous plaît, venez. Donc là encore, on a cette sollicitation. Et puis on nous sollicite aussi sur les centres anciens, pas seulement celui de Marseille, tous, mais d'une manière parfois désordonnée. Et comme les organismes HLM sont, comme je vous le disais tout à l'heure, à zone d'intervention régionale, ils vont peut-être avoir tendance à diriger leurs investissements là où les conditions sont plus favorables, sont mieux réunies, où la mobilisation est plus structurée. Et donc, voilà. Ensuite, là, c'est le premier aspect sur cette dimension sollicitation multiple, tous azimuts.
Le deuxième aspect, c'est qu'il existe un savoir-faire parce que, comme l'a dit Philippe, ça fait longtemps qu'on a réalisé des opérations dans des centres anciens, et en particulier à Marseille. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'accumulation de savoir-faire en interne? D'abord, je pense qu'il y en a eu une, mais elle est peut-être restée à l'échelle interne. Pourquoi n'a-t-elle pas été partagée? Je ne saurais pas dire comme ça à brûle-pourpoint, peut-être quelques éléments. Peut-être parce que c'est extrêmement ingrat, c'est extrêmement difficile d'intervenir en tissu ancien et que les opportunités d'échange sont relativement limitées. Donc il manque peut-être de lieux où on partage les difficultés qu'on a rencontrées. Peut-être aussi qu'il n'y a pas eu de continuité d'engagement et du coup les équipes qui ont pu travailler sur telle ou telle opération, elles ont travaillé après sur d'autres sujets, etc. Donc finalement le savoir-faire ne s'est pas maintenu, amplifié. Voilà ce que je peux vous livrer comme ça sur cette question du savoir-faire. Et puis, pour un organisme HLM qui a la pression du résultat, une opération d'acquisition-amélioration, par exemple, c'est vécu comme difficile, très coûteux, et pour un nombre de logements qui est relativement limité. Donc, l'investissement et pas à la hauteur de ce qu'on voudrait au bout du compte. Je ne parle pas simplement de rentabilité ou d'amortissement, hein. Je parle de la somme d'énergie qu'on a consacrée à l'opération pour sortir 15 ou 20 logements. Si on avait l'opportunité de le faire en continu sur un grand nombre d'opérations, ça pourrait avoir du sens, mais donc l'opérateur, il est un peu hésitant à s'engager dans la durée quand les conditions ne sont pas réunies. C'est long. Et puis, je rebondis sur des choses que Philippe a soulignées. Il y a la question qui est spécifique à l'intervention dans les centres anciens, c'est que les logements sur lesquels on est appelé à intervenir sont parfois, pas toujours, mais souvent occupés. Et la question qui se pose, c'est comment on traite cette problématique humaine, comment on aborde la problématique. Est-ce qu'on va intervenir en milieu habité, ce qui est extrêmement lourd, complexe, lent et difficile, ou à l'inverse, est-ce qu'on reloge avant les habitants pour intervenir sur des immeubles complètement vacants et sur lesquels l'intervention va être peut-être un peu plus rapide, mais auparavant, il aura fallu reloger. Et cette question du relogement, comme l'a souligné Philippe, elle est extrêmement complexe parce que souvent, on a en place, c'est peut-être caricatural, mais en partie, en tout cas, il y a une population qui peut difficilement être accueillie dans le logement social parce qu'ils ne sont pas en règle en termes de séjour sur le territoire. Et pour un organisme HLM, c'est impossible de loger une personne qui n'a pas un titre de séjour valable. La réglementation empêche de répondre à ce type de situation. Et donc cette question du relogement, souvent, c'est le premier pas à faire qui ralentit tout le processus. Voilà, je vous livre des choses extrêmement décousues, je suis désolé, mais qui sont un peu ce que je peux avoir capitalisé moi-même. Et puis peut-être faire allusion, alors comme David l'a fait gentiment, j'allais dire, au travail qu'on a conduit l'année dernière, à la suite de ce qui s'est passé rue d'Aubagne, et qu'on a concrétisé au printemps dans les colonnes d'un hebdomadaire que vous connaissez qui s'appelle TPBM, où on a essayé de réunir autour d'une même table tous les opérateurs qui ont une expérience
solide dans le domaine de l'intervention dans les centres anciens. Et ça a donné ce dossier. Alors, je ne l'ai pas sous une forme telle qu'on l'a diffusé, qui était un petit cahier. Là, il est en grand format, et où on a essayé de décortiquer les caractéristiques, les caractéristiques d'une petite dizaine d'opérations qui ont été réalisées, parce que c'est toujours plus intéressant de travailler sur des choses réalisées, relativement récentes par rapport à ce qu'a pu évoquer Philippe. C'est des opérations qui ont 4, 5, 10 ans maximum. Alors en vrac, à Carpentras, l'îlot Mouton, c'est une opération qui est en train de se terminer, qui a démarré sur un immeuble ancien, un îlot ancien qu'on envisageait de conserver. Et puis en cours de route, il s'est avéré qu'il était absolument impossible de le conserver. Il a fallu changer complètement la logique de l'opération et envisager une démolition-reconstruction. Donc on imagine pour l'opérateur ce que ça a représenté de changer le projet de A à Z au milieu de la démarche. Ça y est, l'îlot est en train de sortir de terre. On l'a visité il y a une quinzaine de jours, je l'ai vu. C'est très intéressant de voir ce qui s'est fait là. Mais ça a été extrêmement long et l'organisme, il laisse beaucoup de plumes, comme vous pouvez l'imaginer. On a examiné une série d'opérations qui se sont réalisées à Nice. Je n'ai pas les détails en tête là ce soir au moment où je vous parle, mais ce qui ressortait de cette analyse, c'était la solidité du partenariat construit depuis longtemps entre la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur et les opérateurs. Il y a une vraie dynamique de prospection, de portage foncier et qui accumule des bons résultats sur des échelles qui restent limitées, mais qui est encourageante et dans laquelle les opérateurs trouvent une facilité à intervenir plus qu'ailleurs. Pascal, je pense que oui. Deux opérations également dans ce guide à Marseille. Alors, venons à Marseille. Alors, Marseille, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est celle que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelait l'îlot Abadi, où là, alors là, ça a duré 15 ans. C'est un immeuble qui appartenait à un marchand de sommeil qu'il a fallu exproprier, donc ça prend un certain temps. Il a fallu ensuite qu'un aménageur accepte le portage de ce patrimoine en endossant la responsabilité vis-à-vis des occupants qui étaient dans des conditions d'occupation qu'on peut imaginer. Quand c'est un marchand de sommeil, tout peut arriver à tout moment. Et celui qui s'implique dans l'opération endosse toutes ses responsabilités. Ça ne doit pas être simple. Et ensuite, il y a un opérateur HLM qui est venu réaliser l'opération dans des conditions techniques, financières, sociales qui sont particulièrement arides. Voilà. Et puis, alors peut-être une autre opération qui tombe Marseille, tant pis, mais celle-là, je l'ai toute fraîchement à l'esprit, puisque nous étions réunis en préfecture mardi matin ou mercredi matin, je ne sais plus, pour remettre les prix du palmarès régional de l'habitat à 9 opérations, et que le prix spécial du jury a été accordé à l'opération Îlot-Baudin réalisée dans le centre de Toulon et qui, de l'avis de tous, que je partage, est vraiment une opération exemplaire où les acteurs se sont donné les moyens de recréer une dimension urbaine dans un quartier qu'il avait perdu, d'ouvrir un îlot, ça n'est pas simple, de faire venir la lumière au centre d'un quartier qui n'en avait plus, etc. Enfin, une vraie dynamique, et on espère bien que ça ne va pas s'arrêter là et qu'il peut y avoir une dynamique qui s'enclenche, pas seulement avec des opérateurs de logement social, mais maintenant que cette opération est réalisée, autour une dynamique qui soit plus celle d'investisseurs privés ou d'opérateurs privés.
Voilà ce que je peux vous livrer en première approche comme ça, à bâton rompu, pour ouvrir le débat. Très bien, merci Pascal. Christine, on passe du monde de la construction, de la production de logements sociaux, et on vient avec toi plutôt atterrir dans le monde des mobilisations collectives de la société civile. Je pense que certaines mobilisations et surtout le récit de ces mobilisations peuvent devenir le substrat de constitution d'un savoir-faire profane peut-être sur la réhabilitation. Est-ce que je me trompe ? Profane, ça voudrait dire qu'il y en aurait un religieux dont on aurait entendu parler juste avant, ce serait assez beau. C'est une manière de parler. Donc, en peu de temps, moi je voudrais simplement retourner 2 figures. La première figure, c'est la figure du savoir-faire. La deuxième figure, c'est la figure du centre ancien. Je ne construis pas, je suis conservateur du patrimoine, donc c'est bien entendu comme ça. Hein. Donc je travaille sur un espace qui est celui du symbolique. Et je vais juste témoigner d'une expérience sur ce retournement de figure en question. C'est l'aventure collective avec l'association des Labourdettes, qui est l'association des habitants des 4 bâtiments construits par Jacques-Henri Labourdette. Vous m'avez entendu en parler rapidement ce matin, pour certains d'entre vous. Dans le cadre de ce travail collectif, j'ai pu voir, et ça a été une expérience absolument extraordinaire, j'ai pu voir un savoir-faire apparaître et un savoir-faire se constituer collectivement. Et ce savoir-faire, il part de quelque chose de tout simple, c'est l'expertise de l'habitant. Il habite là, l'habitant. Ou elle habite là, l'habitante. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre vraiment des savoir-faire, et c'est juste ça qui me semble important de remettre sur le devant. C'est ce que j'appelais retourner la figure. Et pour nous, dans l'aventure des Labourdettes, ça a donné un résultat absolument incroyable, c'est qu'on s'est rendu compte, en travaillant ensemble, en cherchant aux archives, en cherchant dans l'histoire, mais aussi en observant, en allant faire des petites présentations dans les locaux à poubelle sous nos pieds, parce qu'on en était à se dire que quand même, ces fantômes qui nous chatouillaient les doigts de pied, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on aille voir de près. Là, une paysagiste habitante faisant partie de notre équipe de sauvages, là, qui s'appelle Clémentine Henriot, a commencé à parler de ces fantômes. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur ceux qui habitent là où nous habitons. Je retourne maintenant. C'est-à-dire, et de s'apercevoir progressivement que nous étions dans l'angle sud-est à l'intérieur du rempart de Marseille. On n'est pas dans les quartiers d'ici, ça c'est quartier moderne, ça. On est à l'intérieur des remparts. C'est-à-dire qu'on est dans la ville antique, la ville début du Moyen-Âge et la ville baroque. On va comme ça jusqu'au XVIIe siècle, finissant. Donc là, ces fantômes commencent à nous indiquer que il y avait comme un problème. Et vous savez ce que c'est le problème ? C'est qu'il n'y avait pas de ville. On est dans la ville, on est à l'intérieur des remparts, et il n'y a pas de ville. Il n'y a plus de ville. Marseille n'a pas de ville. Marseille n'a pas de centre ancien. C'est quand même formidable que ce soit le savoir-faire des habitants qui arrive à montrer qu'il n'y a pas de ville. Ça vous parle, ça ? En tout cas, moi, ça me parle. Et ça, c'est pas une figure pour faire joli, les amis. Hein. C'est pas une coquetterie. C'est oui, il n'y a pas de ville. C'est-à-dire que systématiquement, depuis la construction, plus exactement de la destruction de la première maille qui a été après 1848, c'est en 1852 qu'il y a les premières expulsions pour utilité publique pour construire quoi ? Le palais de la Bourse et les 3 rues qui enserrent le palais de la Bourse. À partir de là, systématiquement, le vide a été construit. J'ai bien dit, le vide a été construit. Donc, réhabiliter un centre ancien, c'est peut-être aussi voir qu'il y a eu des opérations avant. Moi, je croyais que Tabula Rasa, c'était fait, vous savez, c'était d'aujourd'hui, Tabula Rasa. J'ai l'impression que
maintenant qu'on a travaillé comme ça, qu'il y a quand même des espaces tabula rasa qui existent depuis fort longtemps. Et de 1852 jusqu'en 1962, c'est-à-dire pendant 110 ans, vous avez la construction d'un vide. Mais purée, mais comment vous le dites ça? Comment vous pouvez arriver à le raconter? Comment vous pouvez mettre des mots là-dessus? Il faut tout inventer. Il faut en inventer l'écriture, etc., etc. Voilà. Alors chacun, nous l'avons mené comme nous avons pu. Hein. En tant qu'habitants, on a organisé des visites de notre grand vide. On a invité des slackers à lancer une slack au-dessus de ce grand vide, vu qu'on n'arrive pas à marcher dessus, marchons dans le ciel, quoi, voilà. Et puis, moi, de mon côté, en tant que conservateur du patrimoine, j'ai sorti un bouquin, je vais vous faire un peu de pub là au passage, qui s'intitule « Mais de quoi ont-ils eu si peur ?» Et je me suis accrochée à créer une situation qui est le début du mois de septembre 1926, où 3 philosophes allemands vont se rencontrer ici à Marseille et se payer une émotion absolument incroyable en traversant ce grand vide. C'est Walter Benjamin, Ernst Bloch, Siegfried Kracauer. Et cette émotion, c'est la peur. La peur, parce que le choc frontal avec la fin de la métaphysique, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire l'espace, le temps qui n'a plus d'existence. Ben voilà, si ça, c'est pas un savoir-faire d'habitant, moi, je me fais nonne. C'était pour aller sur tout à l'heure, le profane et le religieux. Voilà. On peut continuer. Oui, non, mais peut-être j'aimerais bien que tu... Parce qu'il y a dans le fond de cette mobilisation collective, bon, il y avait un processus de projet enclenché par le Centre Bourse, non, d'extension du Centre Bourse, qui avait réveillé justement cette réaction des habitants. Peut-être de contextualiser un peu les conditions dans lesquelles s'est déclenchée cette mobilisation, Christine. Oui, bon, c'est une histoire banale à la marseillaise, hein. Le Centre Bourse existe et nous habitons dans ces 4 bâtiments. Et un soir, lors d'un dîner en ville, vous savez, comme s'il en existe beaucoup, quelqu'un a dit à un des élus ah ben ça alors, ces tours, il faudrait les écrêter. Et là-dessus, ils disent il faudrait aussi restaurer la 2e rive, vous savez, l'autre rive, la rive ouest du cours Belzunce, à l'image de celle qui est du côté est. Voilà, les dîners en ville. C'est terrible, les dîners en ville. Et tout le monde dit ah oui, super comme idée. Et voilà, et c'est parti. Et c'est parti, et quand même, heureusement, alléluia, il y a maintenant des obligations de faire des réunions pour expliquer des projets urbains. Hein. Et donc, il a bien fallu qu'un jour, les élus se mettent face à une table, par ronde, celles-là, elles sont toujours en long, vous avez remarqué, et disent, ben voilà, le projet, on vient vous voir, vous les habitants, tiens, on va le mimer, hein, c'est vous les habitants de la Bourdette, je viens vous voir, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, mais nous avons un projet pour réembellir le centre-ville, pour que ce soit tellement mieux pour vous qui habitez par là, etc. etc. Bon. Mais nous n'avons pas de projet, bien sûr, hein, nous en sommes au début. Et là, il y a une petite voix comme ça qui s'élève, là, comme vous êtes capable, je vous ai repéré quand même ceux du collectif 5 novembre là, dans les rangs, qui se lève et qui dit « Mais c'est quoi ça, monsieur ?» Et ça, c'était le projet. Alors évidemment, tout le monde est devenu bleu dans la ligne en question. Et nous, le même jour, on a créé l'association qui s'appelle les Labourdettes, du nom de l'architecte. Parce que ça nous a permis aussi, et c'est là qu'on a commencé à réfléchir un tout petit peu, ça nous a permis de nous dire, mais comment on les appelle, ces bâtiments? Ah, vous savez, les Marseillais, comment ils appellent ces bâtiments? Les radiateurs. Bon, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait inventer un autre nom, quand même, pour nous dire... Donc la Bourdette, alors après c'était l'association de la Bourdette, un peu comme un vol de petits oiseaux, là, hein, un peu comme ça. Bon, et donc c'était ça le contexte. Et résultat des courses, évidemment, au niveau de la presse, au niveau de tout le monde, au niveau des rapports de force analysés par les uns et les autres qui savent faire ça, on nous a dit, c'est fini, c'est foutu. Et on a dit, tant pis, on y va quand même. Et donc on y est allé, et là ça a été un plaisir. Mais je vous jure, un vrai plaisir. On s'est marré comme c'est pas permis. Et résultat des courses, on a fait reculer le Centre Bourse, on a eu le label Patrimoine XXe siècle, et c'est vraiment un storytelling version tout est beau, hein, faites gaffe. Hein.
Et on a... ah zut, du coup, j'ai perdu le troisième, c'était important, ça. Bon, bah voilà. Et ben voilà. C'était le contexte qui me demandait de vous décrire. Merci Christine. Simplement, alors maintenant que tu m'as ouvert 3-4 minutes, j'en profite, mais tout ça, ça n'est possible que parce que derrière nous, on est adossé à quelque chose. Vu que devant, personne ne croit en quoi que ce soit de tout ça. On était adossé à quoi? On était adossé à deux choses. Un texte européen qui concerne le patrimoine et qui s'appelle la Convention de Faro, qui est un texte qui qualifie, enfin, donne de la valeur au patrimoine ou qualifie la valeur du patrimoine, mais attention, la suite arrive, pour la société. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes là depuis 2005. Depuis 2005, ce texte existe. Je n'en ai pas entendu parler depuis ce matin dans toutes les rencontres qu'on a eues ici. Rien. Poum. La France n'a pas ratifié la Convention de Faro. Mais on s'en fout qu'elle est ratifiée, qu'elle n'est pas ratifiée, du moment qu'il y a eu assez de pays européens qui l'ont ratifiée pour qu'elle soit utilisable. Bien sûr. Voilà. Donc, après, mais il n'y a pas de portage dans tous les cas. Ouais, mais nous, on porte. Voilà. Oui. C'est simple. Nous, on porte. Ben, c'est ce qu'on a fait. On a revendiqué on s'est adossé à cette convention qui dit que de toute façon, si votre État ne peut pas faire, votre région fait. Si votre région ne peut pas faire, votre ville fait. Si votre ville ne peut pas faire, alors là, ça on sait, on est au courant, et bien c'est vous qui faites. Et vous en avez, il y en a le droit. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est relayé depuis 2 ans, par les droits culturels qui sont inscrits dans les textes français. Alléluia. Ça y est, c'est écrit, on peut travailler dessus. Voilà. Si vous n'êtes pas adossé, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus difficile que ce savoir-faire puisse arriver à faire émerger des choses aussi formidables que cette forme urbaine, parce que du coup, on a appelé ça une forme urbaine, le grand vide. Et on le revendique comme tel, et on creuse notre vide tranquillement, on l'analyse, on l'étudie comme un plein. C'est facile. Merci Christine. Voulez-vous peut-être réagir les uns et les autres à ce que vous avez entendu? Avez-vous besoin d'ajouter des éléments de précision à cette première séquence de mise à l'épreuve de cette idée de savoir-faire dans la réhabilitation? Oui, je voudrais réagir surtout aux propos de mon ami Pascal Gallard, ou plutôt le solliciter de manière un peu plus précise, quoi. Mais on en reparlera peut-être dans la deuxième partie. La question du logement social est évidemment une question essentielle. Quel meilleur moyen pour assécher l'habitat indigne que de promouvoir une offre alternative confortable et accessible. Et ça peut s'appeler assez logiquement du logement social. Donc on a un vrai enjeu d'augmentation de cette production. Il faudra peut-être qu'on en dise un mot tout à l'heure. Je veux pas caricaturer l'histoire, si vous voulez, mais Madame Fructus m'en excusera. Fin 95, c'est le changement politique, mais vous n'étiez pas aux affaires, je crois, à l'époque. Fin 95, donc changement de majorité. Jean-Claude Gaudin arrive au pouvoir avec son équipe. Et il met un coup d'arrêt immédiat, lui ou ses équipes, à la préparation du programme local de l'habitat, qui est en train d'être préparé par la GAM, par l'agence d'urbanisme, qui est qualifié à l'époque de satanique. C'est le mot qui a été utilisé. Satanique parce qu'il prévoit des objectifs de production de logements sociaux qui plaisent pas, qui sont récusés à l'époque. Et Jean-Claude Gaudin prend sa plume pour écrire au préfet. Nous sommes précisément en septembre 96. Je vous prie de trouver ci-joint, monsieur le préfet, je vous prie de trouver ci-joint la liste des opérations de logements sociaux et très sociaux auxquelles je ne souhaite pas donner une suite favorable. Il s'agit, il y en avait en fait 869 exactement. Alors, je pense qu'on n'en est plus là, mais si vous voulez, l'histoire pèse quand même. Hein. L'histoire pèse. Donc il faudra peut-être qu'on revienne là-dessus. La deuxième chose que je voudrais dire en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été évidemment un peu dur, j'ai dit on n'a souvent pas su très bien ce qu'on voulait faire. Il y a un moment où on a su ce qu'on voulait faire,
c'est lorsqu'on a lancé la politique des périmètres de restauration immobilière. Donc à partir, alors ça avait été imaginé sous Vigouroux, mais ça a été vraiment mis en place par la nouvelle majorité politique à partir de 1995. Là, on a su ce qu'on voulait faire, et on l'a dit. Et les écrits sont là, si vous voulez. Et ce qu'on voulait faire, c'était très clairement changer radicalement la sociologie du centre-ville de Marseille. C'était dit aussi clairement que ça. Après, on peut débattre, je veux dire, il y a un vrai sujet. Mais au moins, là, on a su ce qu'on voulait faire. Alors, Dieu merci, on n'a pas tout à fait réussi à le faire, parce que ce patrimoine quand même rend service à beaucoup de gens encore aujourd'hui, même s'il est quelquefois dans un état calamiteux. Mais même ça, si vous voulez, je suis désolé de le dire comme ça, mais on a eu un peu de peine à le mettre en œuvre. Vous avez peut-être présent à l'esprit la façon dont ça s'est terminé avec le procès des PRI. Les objectifs, si vous voulez, n'ont pas été atteints. J'avais juste 2-3 chiffres résultant du rapport de la Chambre régionale des comptes de l'époque. On est en 2009, donc on est à la fin, si vous voulez, de l'épisode des PRI, puis ils vont se terminer à ce moment-là. On arrête. Et en fait, près de 40% des logements qui avaient fait l'objet de notifications de travaux, puisque c'est un peu le principe dans les PRI, si vous voulez, on fait des notifications de travaux, on est obligé de faire des travaux, donc il faut les notifier. Près de 40% des logements qui avaient fait l'objet d'une notification n'avaient pas vu l'ombre d'une truelle. Le caractère un peu impératif, obligatoire du PRI repose à un moment donné sur l'expropriation, parce que si on ne fait pas de travaux, la collectivité peut exproprier. Et on se rend compte que en 2005, alors qu'on a lancé les PRI depuis un grand nombre d'années et qui vont se terminer 4 ans plus tard, on n'a pas exproprié avant 2005. Vous voyez, non. Bon, même quand on sait ce qu'on va faire, c'est pas facile. Alors c'est pas facile à mettre en œuvre, mais donc on a des vrais problèmes de savoir-faire. Après, il faut rentrer dans le détail. Voilà, je voulais juste rajouter ces 2 points. Oui, c'est vrai, Philippe, dans ce que tu signales. Il y a quelques heures, on entendait un témoignage concernant l'expérience toulonnaise. Et lorsqu'on évoquait les procédures de RI ou de restauration immobilière, l'usage depuis 2004 est assez surprenant, puisque sur des opérations sur plusieurs îlots, on nous faisait état que de très très peu d'expropriations. Et pourtant, les opérations ont pu avancer. Ce qui peut-être signale justement un savoir-faire dans le lien, dans le rapprochement, dans la discussion de longue haleine, dans peut-être travail de médiation, de pédagogie vis-à-vis des propriétaires occupants et bailleurs et les opérateurs. Pascal Gallard, Christine, est-ce que vous avez des remarques, des précisions à vous faire, ou bien est-ce que je peux demander à la salle également? Oui. Pardon. Attention, Philippe. On évoquait les savoir-faire, et j'ai oublié peut-être un point qui me paraît pas négligeable à souligner, c'est ce qui s'est passé à la suite de la rue d'Aubagne au mois de novembre dernier, cette mobilisation, en tout cas de notre secteur, pour reloger tous les ménages qui sont évacués du parc ancien dégradé. On a mis en place un dispositif de crise et avec des moyens exceptionnels. Et au-delà de cette mobilisation de base, j'allais dire, ce que je constate au bout d'un an de travail, c'est qu'on a, je pense, sur la question du relogement des ménages, inventé des façons un peu nouvelles de travailler. Alors, peut-être parce qu'on disposait de moyens exceptionnels, peut-être parce qu'il y avait la pression de l'urgence et de la crise, mais toujours est-il que aussi bien du côté des organismes HLM, des bailleurs, que du côté des autres acteurs que nous avions qui sont impliqués, c'est-à-dire l'État, la ville et une association qui porte le dispositif de maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, Solia Provence, il y a eu des façons de travailler qui sont nouvelles, différentes, et qui ont produit un certain nombre de résultats. On est loin d'avoir terminé le travail.
Je pense qu'on en a pour des décennies, mais c'est peut-être un premier savoir-faire sur ces questions-là qu'il faudrait qu'on réussisse à capitaliser, à évaluer en se donnant des vrais moyens d'évaluation pour voir ce qui a bien fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, et puis les difficultés aussi, pour pouvoir le reproduire, le déployer à la mesure de l'échelle du problème qui est posé à la ville de Marseille. Merci Pascal. Excusez-moi, juste une toute petite chose. Et pourquoi ne pas s'appuyer plus? Ça, c'est une question que je me pose toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rendre poreux les espaces de l'action publique et des savoir-faire des habitants? Ce serait un gain de temps absolument formidable, peut-être même un gain d'argent, j'en sais rien. C'est faussement naïf. Parce que je vois par exemple travailler les gens ici de Noailles, les habitants de Noailles, parce que là, moi je viens de traverser pour les Journées européennes du patrimoine un travail collectif fait avec l'association de la Bourdette et avec les habitants de Noailles, mais il y a un savoir-faire absolument extraordinaire. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre ça. Bon, peut-être que vous aurez des réponses. Non, peut-être je me permets un commentaire sur la question des relogements. Le rapport entre décideurs, techniciens et occupants, pour faire très simple, est obligé. C'est un passage obligé. Alors, on a tous à apprendre. Et c'est peut-être ça un des enjeux de valorisation d'expérience, y compris en urgence ou en situation d'urgence, que signalait Pascal. Je pense que la clé du succès, on y viendra peut-être après, entre autres de ces opérations en tissu ancien et le relogement, comme le disait Pascal. Et je me réfère à nouveau à l'expérience toulonnaise qui nous était racontée un peu plus tôt aujourd'hui. Il semblerait qu'ils aient réussi à soulever ce problème, notamment par le fait que l'opérateur lui-même conduisait l'opération de relogement, donc la MOUS, la maîtrise urbaine et sociale. Donc là, finalement, on avait un opérateur qui a une sorte de compétence intégrée et multiple au sein d'un même corps. Et donc, censément, je veux croire que ça a permis donc, un accompagnement de longue haleine. Et donc ces espaces existent, je pense, Christine, ils doivent certainement se peaufiner. Dans la gestion de la crise marseillaise, peut-être que cet espace a quelque peu émergé autour de la table de la préfecture, lorsque il a fallu discuter des différents dispositifs d'hébergement d'urgence à envisager. Et juste si on prend un petit exemple, la société civile organisée a réussi à porter dans l'agenda public, c'est peut-être une petite victoire, mais a réussi à porter notamment la possibilité de mobiliser des logements vacants rue de la République. Alors le plaidoyer était celui de la réquisition. Les choses se sont faites différemment. L'État a choisi plutôt la location, mais malgré tout, des logements vacants de cette rue ont été mobilisés pour le relogement. Donc il y a des espaces comme ça qui peuvent se créer. Ils ne sont certainement pas peut-être suffisants. Et il y a tout qui reste à inventer. Petite parenthèse donc fermée. Est-ce que dans la salle, il y aurait des demandes de précision sur ces deux premières séquences ou on peut engager la deuxième? Je précise bien, Pascal, s'il te plaît, tu m'en voudras pas, que ce n'est pas une ouverture du débat. On y viendra. Quelqu'un peut bien prendre ce micro? Non. Demande de précision. Complément, précision. Non, si. Non, c'est débat. Pour moi, c'est débat. Je vais poser une question sur le nombre de réhabilitations d'immeubles qui ont été opérées, on va dire, depuis, je ne sais pas, 2005 par exemple, donc on va dire en 15 ans. Combien d'immeubles anciens, en centre ancien de Marseille, ont été réhabilités? Philippe, est-ce que dans tes notes synthétiques de ce soir, tu as des éléments à apporter, au moins jusqu'au moment où tu clôturais cette étude, donc 2013? Non, moi je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Il n'y a pas forcément d'accord sur les décomptes.
C'est d'ailleurs, à mon avis, un des sujets pour demain. C'est d'arriver à se mettre d'accord lorsqu'on fait des bilans sur ce qui a été fait ou pas fait. Donc, je n'avancerai pas de chiffres. Je ne peux pas le dire. Ce qui est un peu embêtant, d'ailleurs. Sur quelle période? 2005? Aujourd'hui? Les périls prennent leur pleine puissance à partir de 96-97, jusqu'en 2008-2009. Donc là, j'avais peut-être un chiffre, si je le retrouve là, sur les périls. Il y a une difficulté accessoire à la question qui est posée, qui est qu'il y a tellement de procédures différentes qui sont lancées, enfin, il y en a quand même plusieurs, qu'il est difficile de répondre, à mon avis, parce qu'il n'y a pas une opération. C'est-à-dire, il suffit de prendre les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Il y en a plusieurs qui se renouvellent sans cesse depuis des dizaines d'années. Il y a encore une autre procédure qui est celle de l'éradication de l'habitat indigne. Pareil, il y a des conventions, enfin des protocoles qui sont renouvelés depuis 2004 ou 2007, si je me rappelle bien. Et donc, il y a différentes procédures en cours qui donnent lieu, ou pas d'ailleurs, à des bilans dont les chiffres sont parfois peu lisibles, voire incertains. Les catégories aussi d'évaluation ne sont pas toujours claires. C'est-à-dire ce qu'on évalue aujourd'hui et qu'on pose sur un bilan écrit, les catégories changent 2 ans après, et donc on ne sait pas si elles sont équivalentes ou pas. Sur les périls, j'ai une fourchette, si vous voulez, parce que donc il n'y a pas d'accord entre, parce qu'il y a eu débat, Dieu merci, notamment au sein du conseil municipal, les groupes politiques ont fait aussi leur bilan, il y a les chiffres de la Chambre régionale des comptes, il y a un centre-ville pour tous aussi qui avait mené des travaux là-dessus. C'est un chiffre qui se balade, si vous voulez, entre 3 000 et 5 000 logements sur une vingtaine d'années. C'est une fourchette que je vous donne, ce qui est finalement peu de choses, quoi. Ce qu'il faut voir aussi, mais on ne va peut-être pas trop insister sur les périls, mais il y a aussi un problème de qualité de ce qui a été fait. Là, c'est savoir-faire semblant, si je puis dire. On parle des savoir-faire. Non, mais je veux dire, quand on a habillé de placo-plâtre des parties communes d'immeubles, voilà, bon, c'est tout, ça s'est fait. Alors, je ne dis pas que ça s'est fait partout, mais ça s'est fait passablement. Il y avait une obligation de mettre en location pendant 6 ans. Il y en a qui ont réhabilité pour 6 ans, quoi. Tout en défiscalisant en même temps. Bon, voilà, alors que c'est pas forcément un épisode, cet épisode des périls n'est pas forcément un épisode très très glorieux de l'histoire de l'intervention publique sur le centre ancien de Marseille. Et puis, derrière cette question, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble réhabilité ? Je renvoie une question à la question. Est-ce que c'est simplement revaloriser un immeuble, ou est-ce qu'il faut aussi intégrer toute la dimension urbaine autour de cet immeuble, parce que réhabiliter en tissu urbain existant, l'immeuble ne suffit pas. Il y a tout l'espace urbain, l'espace public, les équipements qui font que cette réhabilitation sera une réussite et va vivre sur une durée relativement longue. Et ce sont des questions qu'on aborde, nous, assez fréquemment, en disant, enfin, que j'entends dans le secteur où je travaille, beaucoup, c'est l'acquisition, l'amélioration d'un immeuble par un organisme HLM. Il est absolument indispensable qu'elle soit accompagnée par un effort d'aménagement de l'espace public et de gestion quotidienne de l'espace public, y compris les services de base, si on veut maintenir une population en place, que peuvent être l'école, le commerce. Tout ça, c'est un tout. L'immeuble réhabilité, c'est intéressant, mais il faut regarder aussi ce qui va avec. Oui, donc une difficulté supplémentaire pour répondre à la question étant qu'on réfléchit en termes de flux, que ce soit des flux d'immeubles qui
réhabilités, donc livrés, et d'autres qui au contraire rentrent dans les moulinettes des procédures, et puis d'autre part aussi des flux d'individus, de ménages, des flux donc résidentiels. Nous allons donc engager et glisser doucement vers la deuxième séquence de cet échange, dans laquelle j'aimerais bien donc que l'on revienne sur peut-être des choses que l'on a déjà esquissées un instant, qui sont donc les conditions pour la constitution, pour le développement de ces savoir-faire, de la pratique de la réhabilitation, alors que ce soit à niveau local, bien sûr à Marseille, mais on a compris que les bailleurs sociaux ont une intervention à une échelle un peu plus large que la région. Philippe, en creux des analyses que tu as pu réaliser concernant la mise en œuvre de la politique municipale de l'habitat et du logement, en creux, quelles sont les conditions pour la constitution d'un savoir-faire de la réhabilitation? Tout à l'heure, je commençais en disant il me semble qu'il n'y a pas de vrai savoir-faire parce qu'on n'a pas vraiment su faire. C'est un peu lapidaire, hein, mais enfin bon, je me suis expliqué sur le caractère lapidaire. J'ai envie de dire que la question, c'est du coup comment demain savoir mieux faire, savoir faire plus et mieux. Bon, c'est une question très difficile, c'est facile de donner des leçons, c'est beaucoup plus facile de faire. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être trois pistes de réflexion. Enfin je vous les soumets. Je vais être rapide hein, parce qu'il faut laisser vraiment la place aux autres intervenants et au débat. La première piste, alors ça va vous paraître un peu théorique, si je le formule comme ça, mais vous allez voir, ça peut être assez pratique, c'est repenser, réinventer le rapport entre la connaissance et l'action. Ce qui est troublant, si vous voulez. Tout à l'heure, je disais qu'on avait été en deçà des enjeux, qu'on n'avait peut-être pas su apprécier, avec des objectifs finalement assez minimes par rapport à la réalité de ce qu'il y avait à faire et à traiter. Je pense que les pouvoirs publics, sur toutes ces générations d'opérations, ont eu beaucoup de difficultés, si vous voulez, à donner au diagnostic toute la place qu'il méritait. À l'analyse des situations, il y a eu des diagnostics, des études, etc. Et au moment, si vous voulez, de passer à l'acte, de fixer des objectifs, on perd quand même beaucoup de vue les diagnostics qui existaient, qui souvent étaient bien faits. Donc je pense que quand je dis relation entre connaissance et action, vous voyez, c'est un exemple précis, on a besoin de données de connaissances de manière régulière, il faut se donner les moyens de les mobiliser et de les retrouver au service de l'action. Là, il faut qu'on ait une espèce de vigilance collective importante. Même chose, autre exemple de relation entre connaissance et action, c'est la question de l'évaluation qu'on évoquait à l'instant. Il faut qu'on finisse par avoir dans ce pays, c'est un vrai problème culturel, il faut qu'on ait le courage de l'évaluation. Le courage de l'évaluation est contradictoire, mais qu'on ait le courage de l'évaluation en accompagnement de l'action. Alors, quand je dis connaissance et action, c'est pas évident, parce que derrière ça, il y a des métiers, hein, il y a des positions dans le système d'acteurs. Je pense à l'université que je connais un peu. L'université n'est pas forcément toujours prête à mettre ses travaux scientifiques, si je puis dire, au service de l'action. Et je trouve ça assez dommage. On a encore, Dieu merci, ça bouge un peu, mais on a encore, si vous voulez, des universitaires qui se drapent dans le savoir académique et qui ne veulent pas du tout se mouiller dans l'aide à la construction de l'action ou l'aide à l'évaluation de l'action. Donc je pense qu'il y a quelque chose de culturel auquel il faut réfléchir. Après, je pense qu'il y a aussi plus directement dans la relation entre les élus et leurs propres outils de réflexion, d'études, etc. Je pense aux agences d'urbanisme. Moi, j'ai regardé de très près, si vous voulez, comment pendant 30-40 ans, les travaux de la gamme ont été mobilisés, plus ou moins mobilisés, utilisés par les élus. On a quand même eu l'impression, certaines fois, que la gamme a été sollicitée pour redonner du sens, in fine, à une action qui, au départ, n'en avait pas. Je veux dire, une espèce de travail de rationalisation ex post, si je puis dire. Moi, je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensera Madame Fructus, mais je pense que dans la relation entre le politique et ses experts, les experts qui sont à son service, il faut retrouver, je ne sais pas comment dire ça, pour ne pas être
il faut retrouver le sens de l'impertinence, j'ai envie de dire. Il faut que des politiques, je parle dessus de ça parce que moi, avant d'être universitaire, j'ai travaillé dans des collectivités locales, j'ai tout un itinéraire, je n'ai pas fait que de l'université dans mon métier. Il faut que les politiques prennent le risque de l'impertinence de leur propre service. Ça ne va pas de soi, hein, ça va pas de soi. Parce qu'ils ont quelque chose à gagner à cette impertinence dans le dire vrai de l'expert. Vous voyez, donc ça c'est le premier truc. Hein. Le deuxième, je vais accélérer. Le deuxième, c'est que, et là aussi, il ne faut pas se méprendre sur mes propos, je pense qu'il faut repolitiser la question de la réhabilitation de l'habitat ancien en centre-ville. Repolitiser, comprenons-nous bien. Hein, ce n'est pas injecter de la politique politicienne. C'est en refaire une vraie question politique, au bon sens du terme, au sens noble. Et c'est très intéressant et très important ici, parce que ce centre de Marseille, c'est aussi le centre de la métropole. Un des centres, une des centralités majeures, voire la centralité majeure de la métropole. Et donc ça pose des questions redoutables, je veux dire. Il faut trouver le moyen de combiner des enjeux qui sont ceux de la qualité résidentielle, si je puis dire, du centre-ville pour les habitants, qui peut venir en contradiction à certains moments avec des enjeux qui sont liés à l'hypercentralité, au développement de fonctions centrales supérieures, etc. Vous voyez, donc il y a des vrais sujets là qui sont en même temps passionnants. Et ce que je redoute un petit peu aujourd'hui, mais peut-être à tort, c'est qu'on a une nouvelle boîte à outils là, qui se met en place avec les PPA, avec les goûts, il y en a encore une troisième là, que j'ai repérée là. J'essaie de comprendre les ORT. Bon voilà, si vous voulez, faisons attention, si vous voulez, qu'au motif de nouveaux dispositifs, on continue à se laisser instrumentaliser par les procédures. C'est la question du sens, je reviens, c'est la question du sens de l'action. Et je crois que tout le monde a intérêt, les politiques en premier, à se poser la question du sens de l'action et ce qu'ils proposent au débat public. Et c'est le troisième point que je voudrais évoquer rapidement. On a besoin dans ce pays, on a besoin dans cette ville, comme dans les autres, on a besoin de rouvrir un débat. C'est-à-dire que ce travail sur le sens, la définition des objectifs, le projet ne peut être qu'un projet débattu, mais vraiment débattu, je veux dire, en se donnant le temps et les moyens d'un débat et pas d'une communication un peu hâtive. C'est pas de la communication qu'il faut faire, c'est autre chose. Et voilà. Il faut qu'on retrouve les voies de ça. Et bon, c'est vrai qu'il y a une mobilisation de la société civile qui est intéressante aujourd'hui. Bon, j'ai cru comprendre que dans le comité de pilotage du fameux projet partenarial d'aménagement, il y aurait une place faite aux représentants des habitants. Bon, c'est très intéressant. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place concrètement, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc on a un vrai besoin, si vous voulez, de dialogue société civile et élus. Et c'est une chance. Moi, je pense que c'est une chance pour tout le monde de réinventer une façon de bâtir le vivre ensemble pour les années à venir. Voilà. Merci pour ces pistes, Philippe. Pascal, tu as esquissé quelques pistes également de quelles sont les conditions pour asseoir l'expertise naissante des bailleurs sociaux dans l'intervention dans les tissus anciens. Tu as parlé rapidement de la sécurisation financière des opérations. Tu as parlé également de l'enjeu du relogement. Voudrais-tu revenir sur ces éléments, voire sur d'autres ? Alors, je pense que d'abord pour capitaliser le savoir-faire, il faut trouver des lieux où il y a de l'échange entre ceux qui ont expérimenté, agi, pour qu'ils aient la possibilité de... Donc c'est l'évaluation dont parlait Philippe, mais c'est peut-être d'autres formes de travail collectif. Et c'est tout le problème qu'évoquait aussi Philippe, c'est se donner le temps alors qu'on n'en a pas, parce qu'on est dans une situation de relative urgence. Et donc comment gérer ce besoin de temps pour qu'il y ait effectivement la participation des habitants, le débat politique que Philippe propose, tout en ne laissant pas les situations se dégrader encore davantage. C'est très compliqué de gérer cette espèce de contradiction.
Pour être plus concret et renvoyer un peu aux réflexions qu'on a pu avoir dans le réseau professionnel du logement social, ce qui revient beaucoup, c'est leur besoin, en tant que professionnels, de s'adosser, comme disait Christine, à un portage politique. Lorsqu'il y a un portage politique, lorsqu'il y a un projet politique, l'opérateur peut s'adosser et puis construire une action dans la durée. Et c'est vrai que on n'a pas eu ou on n'a plus ça chez nous à Marseille. Et on a vraiment besoin, pour pouvoir construire une action dans la durée, d'opérateurs. Un opérateur, ça a besoin de temps pour réaliser. Et si on n'a pas le projet politique, on ne peut pas construire quelque chose. Plus concrètement encore, si on descend dans la dimension opérationnelle, on a besoin aussi de portage foncier ou de portage immobilier. Il faut des acteurs qui soient en situation de porter le risque que représente l'acquisition lot par lot dans un immeuble, dans plusieurs immeubles, pour ensuite mettre à disposition un immeuble entier à un opérateur. Ça aussi, c'est à construire pour que des opérateurs puissent réaliser. Après, il y a la prise en compte de cette dimension urbaine que j'évoquais tout à l'heure, c'est que on ne se contente pas de réhabiliter le bâti, il faut restaurer la dimension urbaine, les services, les aménités, le transport, les commerces, l'école. Ça, c'est aussi bien pour maintenir une population en place que pour se donner la possibilité d'en accueillir une nouvelle ou une supplémentaire, pour faire en sorte que le centre-ville soit un espace urbain, un espace de vie. Et peut-être dernières observations. Alors, je n'ai pas abordé la question financière. C'est évident, compte tenu des surcoûts que représente l'investissement dans les quartiers anciens, qu'il faut des moyens financiers exceptionnels. Et ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir engager une action. Et puis, le dernier point, c'est la question de l'échelle. C'est ce qui ressortait aussi des échanges avec les organismes qui ont été engagés dans des projets d'intervention en centre ancien. C'est qu'on travaille peut-être pas au lot dans un immeuble, pas à l'immeuble, pas à l'îlot, mais à l'échelle beaucoup plus vaste d'un périmètre qui a du sens et sur lequel il y a un vrai travail collectif de tous les acteurs concernés, à commencer par les habitants en allant vers les opérateurs, mais aussi vers tous les autres acteurs qui peuvent être concernés. Voilà. C'est un peu vague, mais c'est ce qui me vient à l'esprit par rapport à cette question. Merci Pascal. Christine, non mais parce que je switch, non excuse-moi, je switch pour après ne pas me mêler. Christine, est-ce que dans le parcours de la mobilisation collective dont tu nous faisais part il y a quelques minutes, dès la Bourdette, la volonté publique et donc le portage politique de vos revendications a-t-il eu lieu? Est-ce que ça a été une condition justement de réussite de vos propos? Ça se passe pas du tout comme ça. Parce que ça n'a pas à se passer comme ça. Là, on parlait du travail de service public. Alors que moi, ce dont je parlais, c'était d'un travail d'habitant face à un vrai péril. Mais s'adosser, comme je disais tout à l'heure, à la Convention de Faro, par exemple, c'est aussi
essayer de mettre en avant des contextes qui soient le plus élargis possible. Par exemple, vous disiez cette chose magnifique qui est que dans la logique, dans le contexte métropolitain, par exemple, le centre-ville, il peut être là, mais il pourrait être ailleurs. Et moi, ça m'amuse énormément d'imaginer un centre-ville métropolitain qui corresponde au quartier nord, ce qui est l'exact centre-ville de la métropole. Voilà. Et bien, à partir du moment où on pose des contextes comme ça, là, je crois qu'on commence à se dire, attends, là, je crois qu'on commence à penser un tout petit peu la ville et qu'il y a véritablement des choses à avancer sans avoir de crainte et de les dire très simplement. Du coup, ça me fait rebondir sur un autre témoignage, parce que j'avais prévu un témoignage aussi pour ce passage de parole-là, qui est un autre genre de témoignage. C'est le témoignage sur une coopérative dont j'ai assuré la co-fondation, qui est la coopérative Hôtel du Nord dans les quartiers nord. Là, même chose. Ce sont des habitants qui se sont pris en charge dans la gestion même de leur patrimoine en posant la question de façon économique. C'est-à-dire, c'est notre richesse. À partir du moment où c'est notre richesse, c'est nous qui gérons notre richesse. C'est absolument magnifique et ça nous a entraînés sur des pentes assez passionnantes aussi. Mais ce qui m'intéresse en parlant de ça, c'est de vous montrer, comment dire, que contrairement à ce qui a été dit à un moment donné, il n'y a pas pour moi de différence entre un patrimoine matériel et un patrimoine immatériel. Il faut qu'on arrive à se sortir d'un double conflit entre les responsables du temps rétrospectif, qui seraient des gens comme moi, et les responsables du temps prospectif, qui seraient des aménageurs, des PRI, machin truc, des bidules, machin, etc., etc. Et ça, c'est très fondamental. C'est-à-dire, si on se sort de ces espèces de blocages systématiques, je crois qu'on peut arriver à remarcher ensemble. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a fait beaucoup avec la coopérative Hôtel du Nord. On a passé notre temps avec les habitants dans les quartiers pendant 1 an à marcher dans le quartier pour ouvrir après, au moment des Journées européennes du patrimoine, au public la question patrimoniale qu'on voulait élaborer. Et donc, patrimoine matériel, c'est pas le bâti, et patrimoine immatériel, c'est pas le savoir habiter ce bâti. Savoir habiter le bâti, c'est du patrimoine, et le patrimoine, il n'est pas matériel, immatériel, il est le patrimoine. Point. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est très facile, hein, c'est très très simple. C'est notre façon de nous incorporer, de faire corps, d'être quelque chose, d'être français, d'être européen. Quand même, cette notion, elle s'est mise en place, elle s'est formulée, formalisée, etc., au moment de la Révolution. Tout à l'heure, on demandait à monsieur qu'est-ce que c'était la politique au long cours. Et moi, tout de suite, je traduisais dans mes termes à moi. Elles sont où les archives ? Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique le récit de la politique au long cours. C'est à partir des archives. Alors bon, même s'il y a des archives, parce que j'ai vécu ça dans les quartiers, hein, des archives d'office qui ont brûlé, ou qui sont passées à la poubelle, je l'ai vu aussi. Mais il n'empêche que l'État français garde ses archives, que moins bien les collectivités territoriales gardent leurs archives, et qu'après, bah, à nous d'y être dans les archives. Et il faut y passer des heures. Et on arrive à reconstituer, on arrive à recomposer. Et c'est ça la politique à long terme aussi, c'est qu'il y a un passage de relais sur des fonctions publiques de la conservation de la mémoire longue. Donc ça, essayons de le garder en tête. Et là, comme je commence à fatiguer, je vais m'arrêter de suite parce que je deviens vieille. Et sage, pourquoi pas. La question des archives est sans doute une des conditions du développement de savoir-faire sur la réhabilitation des quartiers anciens, je pense également. Et d'ailleurs, un des
des éléments qui m'amenaient à poser ce constat de l'effritement peut-être ou de l'inexistence de ce savoir-faire à niveau local. Et je me posais notamment la question de qui se rappelle encore, voire carrément mieux, qui consulterait encore les fameux travaux des ateliers du patrimoine. Ça parle à quelqu'un encore? Certainement. Bah oui. Bon, ben ça c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontraient pendant des heures et des heures à discuter, à échanger des expériences, et qui finalement, il y a une sorte de rupture de charge dans la transmission de cette mémoire, et aujourd'hui on en a bien besoin. Donc Pascal, tu voudras peut-être faire un commentaire sur cela d'ici quelques minutes, et peut-être livrer ton bout d'archives des ateliers du patrimoine. Et en attendant seulement, je poserai, avant de vous passer la parole, la question à nos invités pour savoir s'ils veulent ajouter quelque chose ou bien si on engage plutôt l'échange. Engageons l'échange alors. C'est parfait. Est-ce qu'on a un micro baladeur? Merci. Oui, je ne voulais pas aujourd'hui déflorer la problématique du second marché qui va être abordée demain par Thierry Durousseau. Mais comme il y a plutôt ici sur les savoir-faire, non pas les savoir-faire architecturaux et techniques, mais les savoir-faire de maîtrise d'ouvrage institutionnels, il me semble quand même que c'est le lieu pour poser une question qui est celle que Thierry Durousseau appellera probablement celle du second marché de l'immobilier, c'est-à-dire le marché de l'habitat indigne. Vous avez justement fait remarquer que les logeurs, par définition, ils logent des gens qui sont réguliers. Ils ne logent pas des clandestins, mais pas que. Qui sont les clients de l'habitat indigne? L'étudiant qui n'est aidé ni par l'État ni par ses parents. Le précaire, l'ubérisé, la personne qui livre des pizzas de temps en temps et puis qui après en a marre, s'arrête un petit peu. C'est-à-dire que l'habitat indigne, c'est aussi la réponse aux besoins d'un certain nombre de gens que, à tort ou à raison, on pourrait dire irréguliers. Je ne parle pas vraiment que des clandestins, je parle globalement des futures carrières que nous promettent les premiers de cordée. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas une caution, qui n'ont pas un bulletin de salaire régulier, qui n'ont pas un patrimoine, qui n'ont pas de papier en règle. Bref, aujourd'hui peut-être 5% de la population, demain peut-être 10, 20, 30, et les libéraux nous l'espèrent, 40, 50, 60, 70, 80% de la population. Alors, pas celle qui est là, parce qu'il y a probablement que des gens qui ont un salaire ou une retraite. Ah ben, il y a quelques étudiants désargentés, oui, ça va, oui. Grâce à Dieu, nous en avons. Quoi qu'il en soit, j'aimerais savoir, dans ma grande ignorance, si, pour répondre au droit au logement, il y a des procédures adaptées à cette population grandissante de gens qui n'auront accès ni au marché libre, ni au marché public du logement régulier. Donc, où est cette offre entre le logement social et le logement privé dégradé? C'est ça? Oui, c'est actuellement la seule offre, c'est le logement indigne. Où est donc cette offre concurrente? Et ça n'est qu'un début. Vous voulez réagir? Alors, il y a les ronds-points. C'est à Pascal de répondre, là. Hein. Bien sûr, mais non. Je peux dire quelque chose, hein. Non, mais le problème, c'est le problème des. Non, mais c'est un vrai problème. C'est le problème des gens trop pauvres pour accéder au logement social. Ben, si, pour une bonne part. C'est pas un problème économique qui est posé. Si c'était
et qui, dans 3 jours, n'en auront plus. Ça, les bailleurs, ils n'aiment pas. C'est pas les pauvres. Je crois que c'est plus cette catégorie-là. C'est les précaires. Et cette catégorie-là, je pense qu'elle grossit, et je pense qu'il faut répondre à cette question-là. C'est pas une question architecturale, je regrette, je les poserai demain. J'aimerais ajouter, juste par un peu, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais puisque vous parliez de savoir-faire, et qu'à un moment donné, il y a le mot diagnostic qui a été prononcé, et là, ça revient à des questions un peu techniques et architecturales. Bon, la façon dont on déclare en péril, enfin, je m'avance un peu, hein, je ne suis pas expert, justement, mais c'est peut-être à ce titre-là que je me le permets, me paraît très souvent hâtive. C'est-à-dire qu'on a un système de normes pour regarder des édifices tels qu'ils sont, la plupart du temps, dans le bâtiment ancien, hors normes, justement. Et quand on parle de savoir-faire, j'ai un sentiment un peu général, qui est celui d'un architecte praticien, fait que on est un peu comme dans la situation des calculs thermiques ou des calculs de résistance ou des choses comme ça qui sont absolument inopérants par rapport à du bâtiment existant ancien, la plupart du temps. Donc, on va déclarer non habitable ou dangereux ou en péril un édifice qui, si on y regardait de plus près, avec un savoir-faire, justement, qui ne serait pas celui de l'ingénierie, et qui serait un savoir-faire un peu plus subtil et un peu mieux connaisseur, mais ça, je pense que Sébastien saurait le faire beaucoup mieux à ma place, on aurait peut-être un regard un peu différent sur cet édifice qu'on dirait pas tant en péril que ça. Alors, parce qu'après, je vous entendais dire, on a réussi à être inventif et à trouver des solutions de relogement. Bon, d'accord. Et je pense que très certainement, il y a un réel besoin de relogement, il y a des problèmes réels de péril. Sauf qu'ils ont été mis en... Aujourd'hui, on a une quantité de je ne sais plus combien il y a de délogés à Marseille, des choses comme 3000, 4000, dont je vais parler d'un cas très concret. J'habite à côté de la Plaine. Je sais qu'il y a un mitoyen qui pose problème entre 2 édifices, qui a conduit à l'évacuation de 10 immeubles. Donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, il y a un problème de savoir-faire. Il y a un problème de savoir-faire qui se pose sur l'expertise du diagnostic. Et donc, mais ça veut dire aussi qu'il faut regarder les situations à travers un autre prisme que celui qui a été construit par des dispositions normatives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois qu'il y a une espèce de... Comment dire Et cet après-midi, je suis désolé pour mes amis conférenciers, si vous voulez, quand on voit le regard qui est porté à travers les LPPAUP, à travers... Finalement, cette ville historique, elle est toujours jugée comme faisant défaut quelque part, quoi. Elle est trop haute, elle est trop étroite, elle est trop large, elle est trop ci, elle est trop ça. Enfin, il y a une espèce de modèle d'une ville propre, finalement, qui serait construite en bon béton, qu'on pourrait surtout une ville qu'on pourrait calculer. Une ville qu'on pourrait calculer, qui me semble être en œuvre et qui fait qu'une situation, que le modèle de ville qui est dans la tête de tout un chacun, il ne rencontre pas la ville réelle. Et que la ville réelle, de mon point de vue, se porte beaucoup mieux que le modèle. C'est peut-être pas très clair, mais je m'entends. Et notamment le cas très précis, le cas très précis de cette analyse du diagnostic technique qui est fait sur les bâtiments sans savoir-faire. Alors que ce savoir-faire, il est à disposition, mais ailleurs que là où on l'attend. J'ai entendu dire, là aussi, manque d'expertise, si vous voulez, mais j'ai entendu dire que le CSTB était en situation de s'occuper, de porter un diagnostic sur l'état des édifices à Marseille. Or, malgré tout le respect que j'ai pour le CSTB, c'est une ingénierie un peu lourde qui n'entend rien aux édifices anciens. Donc, si le CSTB analyse le bâtiment ancien à Marseille, on va raser la moitié de la ville. Ou en tous les cas, la déclarer en péril, déloger, monsieur va être obligé d'inventer force chose et mobiliser force moyens pour loger des gens qui n'ont absolument pas besoin d'être délogés. Donc je pense qu'il y a quand même un souci effectivement sur le savoir-faire. Il y a des appels, et il y a aussi ce qu'on entend par savoir-faire et les modèles savoir-faire qu'on met en œuvre.
Et j'ai peur que, disons, une certaine hypothèse technocratique du savoir-faire soit pas la bonne. J'entends ce que vous dites là, mais je ne me sens pas tout à fait compétent pour répondre. Le diagnostic dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure était un diagnostic beaucoup plus large hein, que le diagnostic d'un bâti. Je veux dire, hein, c'était vraiment une analyse de situation urbaine dans toutes ses composantes. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez parce que moi, sur le second marché de l'immobilier, je trouve que c'est une question très importante. Il faut peut-être qu'on repense un peu nos catégories de pensée. Je veux dire. Il y a des nouveaux besoins sociaux, de toute évidence, et j'ai bien peur que nos catégories de pensée et nos politiques publiques ne soient pas en capacité de les appréhender et de les traiter. Je repensais aux 2 millions, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 millions d'euros d'études qui étaient prévus dans le cadre du PPA. Alors 2 millions d'euros d'études, c'est beaucoup. Et je me demandais quelles étaient les études qu'on allait lancer. Et je voulais faire part un peu d'une inquiétude parce que je regardais ce qu'étaient les PPA et autres goûts et autres machins. Ça doit traiter de la requalification de l'habitat, de l'amélioration du cadre de vie, de manière générale, de la revitalisation économique et commerciale, ce qui est très bien, et des systèmes de mobilité au profit de mobilité apaisée, etc. C'est ce que dit le texte de la loi Elan et c'est repris dans les textes d'application et je pense qu'on en trouvera la trace dans le futur PPA ici. Moi, je trouve qu'il y a un grand absent dans ces nomenclatures. C'est la question des besoins sociaux, c'est la question de la cohésion sociale. J'ai peur, si vous voulez, que dans la période actuelle, on ait des réponses qui soient trop strictement des réponses logement, voire aménagement. Il en faut évidemment, mais si on ne pose pas la question de la cohésion sociale qui est en jeu dans ces territoires, de la façon dont on supporte, de la façon dont on s'accepte, et les voies et moyens de nouvelles solidarités, je pense qu'on va passer à côté de la plaque. Donc il y a un renouvellement de la boîte à outils de l'aménagement, si je puis dire, dans la loi Elan, à la suite de la loi Allure. Je ne suis pas sûr que la connexion que pourtant depuis des décennies on essaie de faire entre Madame Focus connaît bien ça, entre la politique de la ville qui traite de cohésion sociale et les politiques d'aménagement, de requalification, cette connexion qui est difficile à opérer mais qui est au cœur même de la politique de la ville, je ne suis pas sûr qu'on en prenne complètement le chemin. Je ne vois pas pour l'instant apparaître des questions de cohésion sociale de manière explicite en tout cas dans ce que j'entends sur les projets qui se préparent. Mais je ne connais pas tous les projets, hein, je n'ai pas une vision forcément tout à fait complète. Alors peut-être que justement, puisque l'association régionale HLM fait partie de ce partenariat, comment se pose à ce jour la question sociale ? Oui. Alors, on est vraiment au tout début d'une démarche, hein, donc nous, on a débattu très classiquement de l'engagement du mouvement HLM dans ce projet partenarial d'aménagement, dans un conseil d'administration avec tous les élus de la profession. Et ce qui est ressorti, c'est on ne peut pas ne pas être présent dans une démarche comme celle-là. Et donc, il est important. Alors, c'est pas très positif, mais en même temps, c'est une volonté qui s'exprime. Ils ont dit on ne peut pas ne pas y être, et donc on s'est associé au lancement de la démarche qui en est à ses tout débuts pour le moment. J'ajouterais par rapport à l'état d'esprit de la profession toujours, que quand on était en préfecture l'autre jour et qu'on a remis ces récompenses aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre et aux collectivités locales, qui s'appelle donc le palmarès régional de l'habitat, ce qui m'a frappé parmi les interventions des maîtres d'ouvrage lorsqu'on leur a remis cette récompense, c'est que beaucoup ont eu un discours assez engagé sur la nécessité d'intervenir dans les centres anciens. C'est peut-être pas quelque chose qu'ils auraient affirmé il y a quelques années. Ça veut bien dire qu'ils avancent sur
et qu'ils ont conscience qu'il y a un enjeu et qu'ils doivent être présents dans le traitement de ces situations. Je ne voudrais pas ne pas répondre non plus à la question sur la deuxième offre, le marché indigne, etc. C'est difficile de répondre à cette question, mais ça me gêne de ne pas le faire. En même temps, comment répondre? Il y a un cadre dans lequel on est institué, on a un mandat de la société qui dit vous devez loger les ménages modestes et défavorisés, ce sont les termes du Code de la construction et de l'habitation, c'est une référence parmi d'autres. Donc la question de la précarité, la question de la pauvreté, ce ne sont pas des critères pour les organismes HLM. Nous logeons des gens qui sont en situation précaire, nous logeons des gens qui ont très peu de ressources. En revanche, il y a une condition qui est posée dans le système actuel, c'est la régularité du séjour en France. Et ça, c'est quelque chose qui est donné et avec lequel, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de négocier. Ce qui existe, ce qui se fait, c'est que, évidemment, on est attentif toute la question de l'accueil des réfugiés, donc ceux qui ont un statut, elle est posée et on s'engage. J'ai lu les bilans qui sont sortis ces derniers mois, pas spécialement sur Marseille, sur la région, mais qui montraient que ce sont les organismes HLM, d'une manière générale, ont apporté une contribution très importante à l'accueil des réfugiés. Et je pense que l'accueil de cette population, il est aussi conditionné par le savoir-faire des associations qui accompagnent ces populations-là et qui vont réussir à les réintégrer, à les faire avancer dans le statut, alors avec, j'en suis parfaitement conscient, beaucoup d'obstacles en travers du chemin, voire des échecs. Mais c'est plutôt sur ce registre-là que les choses se passent. Voilà, j'ai essayé d'apporter une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Merci Pascal. David, pendant que je me déplace, 2 secondes. Je voulais remercier la question que vous aviez posée et je voulais vous apporter un éclairage sur ce qui peut être fait également pour ces populations qui sont très peu accompagnées finalement. Parce qu'on parle de logement jusqu'à présent, mais comment on accompagne ces personnes-là à accéder à un logement digne et à pouvoir conserver leur logement? Eh bien, sachez qu'il y a des associations qui font ce travail-là. Il y a des éducateurs qui souhaitent accompagner ces personnes jeunes ou moins jeunes, les 18-30 comme l'association GPIGE dans laquelle je travaille, ou l'autre association qui s'appelle Sépare. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, c'est le collectif d'éducateurs pour l'accompagnement des retraités. Eh bien, ils sont probablement en train de fermer le rideau fermer la porte, tout simplement, pour baisse de financement. Alors que leur cœur de métier, c'est d'accompagner ces personnes-là retraitées qui sont accompagnées de personnes qui sont avec des problématiques de tout ordre, psychiques, administratives, isolement, rupture, de liens sociaux, etc. etc. Et les vieux, ça n'a pas l'air d'intéresser grand monde, finalement. Et les jeunes en très grande souffrance et errance, on peine aussi à avoir des subventions de la métropole, de l'État, pour pouvoir continuer à faire un travail de qualité. Et c'est important que les choses soient dites de cette manière-là, parce qu'il y a des volontés d'associations qui se montent. Il y a un vrai savoir-faire, en tout cas, de l'accompagnement éducatif et social pour ces personnes qui ne savent pas comment ouvrir leurs droits, qui ne savent pas comment renouveler leurs droits, qui ne savent pas comment avoir une caution, qui ne savent pas quel dossier, quelle pièce administrative il faut mettre dans un dossier pour avoir un logement décent. Et du coup, ce qui leur reste, oui, c'est tous les logements insalubres, c'est les marchands de sommeil, c'est fermer leur gueule, ouais, et puis subir. Voilà, je voulais juste vous dire ça. C'est important de...
Merci pour ce témoignage. Les vieux et les jeunes se retrouvent dans cette même problématique qui est commune. C'est l'isolement, la solitude, les démarches administratives qui sont hyper complexes. Et sans parler d'étrangers, AGEPI, GACEPAR, alors oui, on peut accompagner des personnes étrangères, mais on accompagne beaucoup de Français qui sont sans situation administrative. Oui, c'est vrai, pendant que j'allais justement me déplacer, faire... Et on a besoin, Madame Fructus, d'avoir votre soutien, d'avoir une enveloppe budgétaire qui nous permet d'accompagner de manière qualitative ces personnes-là. Oui. Parce que sinon, on fait comme ce que d'autres peuvent faire. On accompagne 200, 300 personnes à l'année. Et en fait, non, c'est pas qualitatif, c'est pas du tout... C'est pas du tout intéressant ni pour la personne, ni pour le travailleur social. Et puis, on continue à alimenter un cercle vicieux sans aucune issue. Merci. Donc, en effet, il y a un tiers secteur qui est souvent porté par des associations qui expérimentent des dispositifs d'hébergement d'urgence ou pas, mais qui est fragile. Mais nous, mais c'est ça qui est important, c'est que nous, on n'est pas dans des logique d'hébergement d'urgence. On a compris qu'il y a l'hébergement, il y a l'accompagnement. Ce qu'on fait avec ces personnes-là, c'est leur permettre d'avoir accès à un logement digne. Un logement digne, c'est-à-dire dans le parc privé, en fait. Ça peut être le parc HLM, mais les temps d'attente sont tellement longs et laborieux que du coup, ça ne correspond pas ni à leur attente, ni à leur temporalité, ni aux nôtres. On va plutôt dans du logement décent et du logement de parc privé. C'est totalement possible et on arrive à le faire. Mais ça demande un travail de fourmi, un travail de dentelle et un travail individualisé. C'est ça qu'il nous faut, un travail individualisé. Il y a plein d'assauts qui pourraient se monter à l'heure actuelle. Il y a plein de modèles qui existent et qui sont bien moins chers que HAS et compagnie, sans jeter la pierre à personne. Mais c'est important que le département, la métropole, l'État nous soutiennent dans ces nouvelles modalités organisationnelles qui peinent à exister parce qu'on a peu de soutien financier. C'est entendu. Merci beaucoup. Donc, Madame Fructus, vous vouliez réagir à un ensemble de questions ou apporter des éléments Oui, réagir, peut-être pas essayer avec vous, réfléchir à ce qui pourrait être un savoir-faire marseillais. Il y a quand même eu des expressions avec des messages très forts et qui me semblent avoir beaucoup de sens. Premier point, Philippe Méjean disait très justement, quand en 2008, moi j'ai la responsabilité de l'habitat et du logement, la première des choses que je fais, c'est m'intéresser à l'habitat indigne. Et je fais venir le pôle national de lutte contre l'habitat indigne à Marseille pour tenir une grande réunion, etc. Il y a eu un protocole qui a été signé, 2 protocoles qui ont été signés avec l'État, la ville, etc. Et j'essaye de défricher, de comprendre. On fait un exercice comme on fait ce soir, vous voyez, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut actionner dans tous ces dispositifs partenariaux qu'on met à notre disposition et qu'on élabore ensemble. C'est d'une complexité infinie. Et Philippe Méjean vous a dit à un moment donné, vous avez posé une question qui semble frapper du coin du bon sens. Combien il y a de logements réhabilités à Marseille ? Bon. Le problème, c'est que de quoi on parle ? Et c'est ça qui vous ont un peu répondu, parce que la réalité, elle est là. De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle des logements réhabilités dans le cadre des programmes de rénovation urbaine ? C'est un peu ce que Pascal Gallard disait. Voilà. C'est-à-dire le premier programme de rénovation urbaine, 14 sites qui vont de Malpasset, la Solidarité, la Sabine, et j'en passe, Plandau, enfin voilà. Est-ce qu'on parle de ça ? Et là, on est sur de l'habitat social essentiellement, sur lequel on est intervenu. Et c'est pour ça que l'approche de Pascal Gallard là-dessus est intéressante dans la mesure où c'est notre expérience. On fait de la réhab, on fait de la démolition à partir d'un projet urbain qui se construit avec la volonté évidemment d'améliorer la situation des habitants et leur cadre de vie, de relier ces sites qui sont par nature
et Christine Vautron le sait très bien, qui sont isolés, enclavés, enfin tout ce que vous voulez, les relier. C'est un travail de titan qui monopolise tous les corps de métiers, qui vont des urbanistes, des architectes, évidemment les travaux publics, etc. Et à partir du moment où on a une volonté politique, on dit, voilà, on fait un programme d'intervention urbaine, on est soutenu par l'ANRU, etc. Les habitants, ils entendent, ah, mais il va se passer quelque chose. Et là, vous êtes, pardonnez-moi, dans la merde. Parce qu'effectivement, on annonce qu'on fait une intervention et qu'il va se passer. Les gens, ils disent toute la journée, tu dis, mais faites quoi? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Quand c'est que ça se passe? Et là, Philippe, je vous rejoins, on fait des études. On est obligé de faire des études. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas intervenir comme ça sans savoir préalable. Les études, c'est long et ça coûte cher. C'est du travail. Mais les habitants, ils ne voient pas, hein. Ils ne voient rien. Et nous, on est obligés, derrière, de ramer et d'expliquer, mais oui, mais ils font des études, etc., etc. Les études sont faites et on dit, bon, les choix, c'est ça, à l'évidence, il faut démolir, ça, il faut reconstruire, là, il faut construire. Il faut, parce qu'on intervient sur des sites d'habitat social, propriété des bailleurs sociaux, avec des voies à l'intérieur qui sont propriété du bailleur, mais qui nécessitent un transfert à la puissance publique pour que ça redevienne des voies publiques. Vous voyez tous les acteurs qu'il y a. Et oui, on a fait des réhab. Oui, on a fait des démolitions. Là, par exemple, on vient de faire tomber dans une copropriété privée un immeuble de 130 logements à Calisté. OK, 130 logements. Mais propriété privée. On n'est plus chez les bailleurs sociaux. 130 logements. Dites-moi, ils appartenaient à des particuliers. Ils n'étaient pas forcément d'accord pour vendre. Il a fallu, obtenir l'accord des particuliers, ça prend du temps. Quand on l'obtient, ça va plus vite. Quand on ne l'obtient pas, on fait quoi? Une expro. Pour se lancer dans une expro, il faut faire une DUP. C'est long. Tout ça s'empile dans le temps. Et on a dit, oui, cet immeuble, on va le démolir. D'accord? On l'a dit en 2009. Je vous donne un exemple. On a acquis 130 logements au forceps pour démolir. Alors, je vous laisse penser ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a investi de l'argent public sur de la propriété privée. On indemnise forcément les propriétaires pour démolir. Pour démolir. Mais parce que c'est une nécessité compte tenu de la configuration. Voilà. Et ça, on le multiplie. Là, cet après-midi, j'ai tenu un comité de pilotage. J'avais tout le monde, hein. Les bailleurs sociaux, les équipes de la métropole, les équipes de la rénovation urbaine, enfin tout le monde, pour bâtir le projet qu'on va présenter devant l'Agence nationale de rénovation urbaine sur Malpasset, sur le Grand Malpasset, sur le Grand Saint-Barthélemy. Vous voyez? Et c'est du travail, c'est des équipes qui travaillent, c'est des gens qui se projettent et qui font avancer. Alors on associe les conseils citoyens. Donc là, par exemple, c'est la rénovation urbaine. C'est énorme, c'est sur beaucoup de sites sur la ville. C'est à peu près 50% de la ville. OK? Alors, est-ce que c'est de ça dont on parle? Est-ce qu'on parle de la réhabilitation dans le parc privé? Vous savez, quand j'ai eu cette délégation, et je dis depuis, je marche sur mes deux jambes. Ma jambe de l'habitat social et ma jambe du privé. L'habitat social, on arrive à gérer parce qu'on a des interlocuteurs solides en face de nous, des institutionnels, et on a un seul propriétaire chaque fois, vous voyez. Mais l'habitat privé, on a une multitude de propriétaires. Une multitude de propriétaires. Et l'action publique, effectivement, elle est extrêmement difficile à organiser. Et je suis 1000 fois d'accord avec vous sur le fait qu'il faut repenser les méthodes. Enfin, je veux dire, on est complètement englué dans les procédures qui se superposent les unes aux autres, qui ne dépendent pas des mêmes pouvoirs. On a 13 polices de l'habitat. 13 polices de l'habitat.
Le député qui a été mandaté par le Premier ministre pour faire un rapport sur l'habitat indigne dit il faut une seule police de l'habitat. Une seule police de l'habitat. Je veux dire, ce sont des sujets, si vous voulez, qui sont mais gigantesques. On ne peut pas... et alors, quand on est pragmatique et qu'on doit donner des solutions aux habitants rapidement, c'est juste impossible. Alors, le plan partenarial de l'aménagement qui est mis en place, c'est juste une volonté de mobiliser tous les acteurs qui interviennent sur ces sujets de l'habitat, de mettre l'État à nos côtés dans la boucle. Il est partenaire. Les agences, l'Agence nationale de l'habitat, l'Agence nationale de rénovation urbaine, les bailleurs, etc. Tous ces interlocuteurs sont mobilisés sur un grand périmètre qui est le grand centre-ville, hein, c'est assez important, et mobilisent des moyens. Ça, c'est important aussi. Parce que l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est celle qui aide les propriétaires privés pour faire des travaux. Sauf que, par exemple, un seul exemple, et vous allez vite comprendre. Madame Fructus, je vous demanderai de conclure. Voilà, juste, rapidement. mais non, mais bien Merci. sûr, je suis un peu longue, mais vous savez, j'aime bien partager aussi les choses. Un seul exemple, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, pour la mobiliser, elle donne son accord sur des travaux qui sont faits, ok. Sauf qu'il faut que les propriétaires fassent l'avance des travaux. Et la plupart du temps, on a affaire à des propriétaires qui, économiquement, ne peuvent pas assumer. Donc là, on a inversé le processus. Et là, l'ANA, dans le cadre du PPA, fera l'avance des travaux. Vous voyez, donc voilà, c'est comme ça qu'on va aboutir. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument associer d'une façon ou d'une autre les habitants, la société civile, c'est indispensable. J'ai fait ce travail avec la charte de relogement et on a vraiment construit quelque chose d'utile et qui va nous servir dans les années qui viennent. Voilà. Donc cette démarche-là de participation des citoyens, elle est absolument indispensable, mais il faut que les citoyens aient la connaissance minimale des contraintes qui sont devant nous. Donc il faut des personnes qui fassent le job d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'expliquer enfin voilà, le champ des difficultés que nous avons devant nous avant de pouvoir mettre en œuvre l'action publique. Pardon d'avoir été un peu longue. Merci. Bon, très bien. Merci pour ce témoignage. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes d'être venus et d'avoir pris part à ces échanges. Et puis à demain.